Est-ce que tu penses qu'un non-dev aujourd'hui, avec les outils actuels, peut faire un SaaS fonctionnel? Le CEO d'Anthropic, il a dit aussi simple que ça, à la vitesse où ça va. Moi, je pense que dans les 6 à 12 prochains mois, 90% du code sera écrit par des IA. Amazon Q, sur le fait que du coup, ils ont économisé 4500 années de dev. Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es sur LinkedIn, tu auras remarqué que tout le monde parle d'IA, mais il y a une personne en particulier qui est assez nichée, qui est assez en avance sur le sujet. Eh bien, je vais te présenter aujourd'hui Alexandre, que tu as déjà vu sur LinkedIn probablement. On va parler d'IA, on va parler un petit peu de son aventure entrepreneuriale, on va parler de AI Driven Dev. Hyper intéressant. Allez, sans plus tarder, on passe directement à l'interview avec Alexandre. Salut Alexandre, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Ça fait un petit moment, on s'était déjà croisé à Bali, etc. Tu es assez actif sur LinkedIn, tu nous parles beaucoup d'IA, etc. Eh bien, j'ai eu envie de t'interviewer. Je pense qu'on a énormément de choses à se dire. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent sur cette chaîne? Ouais, salut Mike, bah écoute, merci pour l'invitation. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Alex, ça fait 13, bientôt 14 ans que je suis dev. Et ça fait 2 ans que je fais de la R&D sur de l'IA, parce que du coup, je vois le potentiel, il est fou. On est en train de faire des trucs de malade, et plus les mois avancent, et plus je me dis que j'ai eu raison de m'y prendre un peu tôt. Et voilà, j'ai ouvert un accompagnement, j'ai ouvert une formation, j'ai ouvert une communauté, j'ai ouvert paquet de trucs là-dessus, parce que c'est le sujet qui me passionne en ce moment. Cool. Donc, tu es à la fois donc, développeur, mais au-delà du dev, tu es aussi, voilà, tu as une partie sur l'entrepreneuriat et c'est ça qu'on va essayer de creuser. Donc, on va essayer de creuser un petit peu les sujets liés au dev, à l'IA, à l'entrepreneuriat, aussi à la création de contenu. Donc, on va aborder un petit peu tous ces points-là, un petit peu, on va dire, Vas-y. au hasard, au fur et à mesure de cette discussion. Reprenons un petit peu le dev. Tu me dis que tu es dev depuis 12, 13 ans, c'est ça, si Ouais, tu viens de te présenter. correct. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, OK, j'aime le dev, j'aime la technique, enfin probablement, j'imagine que tu aimes le dev et que tu aimes la technique, mais que tu t'es dit, À bon, fond. c'est sympa, j'ai envie aussi d'aller explorer d'autres contrées, entre guillemets, c'est-à-dire Ouais, c'est un bon. l'entrepreneuriat et d'autres sujets, quoi. Bah, tu vois, je pense que la plupart des devs, ce qu'on aime faire, c'est qu'on aime build en fait. On aime crafter des trucs, on aime créer quelque chose. Et coder, c'est cool, mais c'est qu'un moyen pour arriver à une finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est bah, un projet perso en ligne, c'est aider un pote à X, c'est créer un SaaS, tu vois. Et c'est vraiment ce truc-là qu'on va chercher derrière. Donc je pense que le code, c'est qu'un moyen d'y arriver. Et peut-être qu'aussi, tu vois, là, 13 ans de dev, peut-être que j'ai fait le tour de me taper la tête contre les murs sur des projets perso le week-end. Peut-être que j'avais un peu envie d'autre chose aussi. Ouais, et du coup, t'étais passé par la case un peu salariat, freelancing, un peu toutes les cases, ou c'était dans les grandes lignes, ton parcours un peu professionnel, c'était plutôt quoi? Ouais, c'est vrai. Bah, en 30 secondes, j'ai fait, tu sais, le parcours classique. Je suis dans une école privée, j'ai un diplôme, j'ai un genre de master. J'ai fait tout ça en alternance. J'ai commencé à bosser en CDI. Très rapidement, je suis passé chef de projet technique pour faire un peu de management et tout, parce que j'aime bien les gens, en fait. C'était plutôt cool. Après, je me suis rendu compte que bah, finalement, genre, gérer des gens toute la journée, c'est un peu chiant quand même. Moi, je préfère le code. Du coup, je suis passé free. J'ai fait le tour du monde. C'est là qu'on s'est rencontrés, du coup, à Bali, en tant que digital nomade, du coup, full freelancing. Je suis rentré en France. J'ai trouvé un boulot vraiment très cool dans une startup que j'ai fait pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans-là aussi, j'ai monté la communauté dont je te parlais au début sur l'IA. Et voilà. Et ça m'amène ici. Ok, intéressant. Et du coup, à l'heure actuelle, t'es un peu à cheval entre les deux, c'est-à-dire tu fais un peu de freelancing et en même temps, t'as ton accompagnement ou t'es 100% sur une activité ou comment tu répartis un petit peu les deux activités? Je sais qu'au début, enfin moi, perso, quand j'ai commencé, tu vois, j'étais freelance, mais en même temps, je démarrais un petit peu mes chaînes, mes vidéos YouTube un petit peu en mode side project. À un moment, il a fallu se lancer dans le grand bain. Toi, à peu près, t'en es où maintenant là par rapport à ça? Est-ce que t'as toujours besoin du freelancing ou comment ça se passe? Ah, c'est une très bonne question. Je suis un peu à cheval entre plusieurs trucs en ce moment. J'ai quitté mon taf du coup il y a 2 mois pour pouvoir me mettre à fond là-dessus parce qu'en fait tu peux pas vraiment faire focus qualité que si jamais t'es sur d'autres sujets à la fois. Là je suis dans une période un peu intéressante du coup où l'accompagnement a trop grossi, la communauté elle a grossi beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais et du coup je vais devoir commencer à déléguer, à créer des process, du coup à regérer des gens et donc à m'éloigner un peu de la partie code. Ce qui m'enchante pas trop mais j'ai l'impression que c'est une phase par laquelle je suis obligé de passer et l'objectif à terme c'est de monter une agence IA qu'avec des devs qui soient augmentés avec nos techniques et qu'on puisse aller chercher d'autres trucs. Donc, c'est un petit écart nécessaire, tu vois, mais j'ai l'impression que je vais très vite me retrouver à coder. En tout cas, c'est mon objectif. Là, tu vois, pour te reclarifier le truc,
Dans la startup dans laquelle j'ai bossé, on a taffé très très fort. Enfin, tu sais, le boulot en startup, tu bosses généralement beaucoup plus que quand tu es un peu planqué dans un autre type de boîte. J'ai appris plein de trucs, du coup, j'ai pu tourner la formation, j'ai pu vraiment faire des trucs un peu stylés. Et là, je me retrouve vraiment sur les process. Ok, comment tu gères une équipe, comment tu recrutes? C'est un peu différent, mais j'espère très vite monter mon agence pour qu'on aille recoder des trucs cool. Intéressant, intéressant. Est-ce que tu peux, parce on a évoqué rapidement un peu ce que tu fais, enfin ton programme, est-ce que tu peux nous rentrer un petit peu dedans? C'est quoi? Qui va dans ce programme? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on en ressort avec quoi à la fin? Ouais, bah en fait, tu vois, l'IA aujourd'hui, c'est énormément de bruit, c'est énormément de FOMO. Tu scrolles 10 minutes sur Twitter, ça te donne le tournis, et genre, limite, tu te dis qu'en fait, tu sais pas faire grand-chose en tant que dev. Et moi, mon but, c'est d'agir comme une barrière là-dessus, en mode genre, OK, il y a énormément de choses qui sont sorties en termes d'IA. Moi, je les ai à peu près toutes testées, moi et mon équipe. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Venez, on essaie de voir comment ça peut marcher pour vous. Et aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que soit du coup, il y a les devs qui sont ultra friands de l'IA. Ils sont en mode genre, let's go, Cursor, Windsurf, machin, on teste, c'est rigolo, un peu en mode side project. Et puis, même on s'en sert pour notre taf parce que ça marche vraiment très très bien et on investit le truc. Et tu as peut-être une autre partie des devs qui est un peu plus en mode, pas réfractaire, mais soucieuse, tu vois, qui se dit, OK, ben, est-ce que ça va marcher pour mon projet? Est-ce qu'il n'y a pas des soucis de confidentialité, tu vois, qui est un peu moins partante que nous sur le truc. Et mon objectif, bah, c'est d'aider l'un comme l'autre en mode l'accompagnement dure 3 mois, tu rentres avec nous. L'objectif, c'est de coder 2 fois plus vite. On te donne toutes les techniques qui marchent sur l'ensemble des projets. Tu taffes dans du legacy, sur du vieux Java ou sur du React 9. Et on essaie de voir comment on peut faire ça ensemble et t'intègres une communauté de gens un peu comme toi qui essaient de tirer le meilleur. C'est simple. Intéressant, mais du coup, le profil, c'est quand même des devs à la base, c'est des personnes qui sont déjà devs et qui se diraient, bah voilà, Uniquement. là, on sent Ouais. qu'il y a un virage, on sent qu'il y a quelque chose et qu'il est peut-être temps, en fait, enfin, de surfer sur la vague parce que, bah moi, je le vois, enfin, concrètement, je le vois, je me dis, c'est pour ça qu'en fait, moi, si je peux me permettre, quand j'ai vu ton programme, je me suis dit, ouais, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a du monde qui a envie de rejoindre, qui a envie de rejoindre la chose. Et en même temps, je me suis dit, mais en fait, c'est un sujet tellement global et à la fois qui touche, pour moi, j'ai l'impression que ça devrait toucher tous les développeurs. Ça veut dire que, en fait, j'ai l'impression que tous les développeurs, mais j'ai pas toi, tu me dis, ouais, il y a des gens qui se prennent la vague, des gens qui sont pour, qui sont contre. Et on les voit, moi, j'en vois sur LinkedIn des gens qui disent, non, mais moi, l'IA, c'est pas mon truc et tout. Mais moi, j'ai l'impression enfin, il y a pas le choix, en fait. Il y a pas le choix. Moi, Ouais. j'ai fait un pair programming il y a pas longtemps avec où je voyais les deux devs. Il y avait un dev qui était un petit peu non non mais moi j'utilise pas Cursor et tout machin, je suis dans mon coin. L'autre dev il avait payé ses 20 balles, il était à fond sur le truc. Mais c'est littéralement t'as l'impression, t'en as un, c'est livraison Amazon le jour même, express, hyper rapide, Prime. etc. Et le dev, il fait de la livraison à cheval comme en 1870. Enfin, c'est tellement incroyable. Et je me dis, en fait, c'est une obligation, c'est une nécessité. Et pour moi, il y a pas vraiment le choix. Ça touche tout le monde. Et je me dis, ton accompagnement, en fait, il est un petit peu pour ces gens qui voudraient, enfin, qui auraient l'impression, j'ai du mal un peu à voir ça. Est-ce que tu peux m'expliquer, c'est qui exactement les gens là-dedans? Est-ce que Ouais, tu as c'est une des bonne. profils type, en fait? J'ai du mal à mettre une tête, en Ouais, fait, un là-dessus. doigt sur le pied. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, nous, le type de profil qu'on accompagne, c'est typiquement des développeurs. On ne prend pas beaucoup de juniors. En fait, on n'a pas du tout de juniors dans l'accompagnement. C'est médior plus, parce qu'il faut un minimum que tu un esprit critique et pas mal de logique, je pense, en tout cas pour le programme que je propose à l'heure actuelle. Et le but, en fait, c'est de récupérer des gens qui sont conscients que l'IA est là, qui du coup ne sont pas réfractaires à ça, mais qui ne savent pas par où commencer. Il y a tellement de choses à faire. Tu utilises ChatGPT, tu utilises Cursor, tu utilises Windsurf. Est-ce que tu utilises des règles? Comment est-ce que tu t'en sors avec du legacy? Est-ce que tu utilises des modèles comme O1? Est-ce que tu utilises des modèles comme 3.7 Sonnet? Comment est-ce que tu fais en sorte d'avoir une couverture de test qui s'améliore? Comment tu communiques ça à tes équipes? En fait, l'IA, c'est bien. Ça pourrait se limiter juste à bah, t'écris des trucs, ça s'autocomplète avec Cursor, c'est super cool. Mais la vérité, c'est qu'il y a une immensité de choses à faire. Et nous, en fait, on essaie d'enlever le brouillard de tout ça et de simplement dire aux gens, OK, toi, tu as une grosse problématique de qualité en ce moment. Du coup, bah, peut-être que tu vas devoir mettre en place beaucoup de tests. Ok, cool. Voici l'ensemble de toutes les règles qu'on a trouvées qui fonctionnent bien avec les tests, la manière de les utiliser, les prompts à utiliser, comment les structurer, etc. Et c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord, intéressant, intéressant. Et vous avez déjà un petit peu des personnes qui ont fait les 3 mois et qui en sortent vraiment un petit peu, on va dire, Ouais, grandis. Et puis, comment ils se sentent derrière? Ils se sentent
à l'aise, quoi. Ça veut dire, ça y est, ils sont lâchés, on va dire, entre guillemets, dans le monde réel. Ils sont capables d'utiliser les outils modernes en fonction de... Et c'est quoi ça fonctionne, ton accompagnement, c'est quelque chose qui est basé sur certains outils type Cursor ou autre, ou c'est vraiment, ça dépend en fait du type de dev. Je sais pas, un dev Java utilisera peut-être pas Cursor, enfin, j'en sais rien. Comment ça marche? Ah, c'est une bonne question. En fait, pour répondre à ta première question, comment sortent les personnes? Il y a deux types de personnes qui sont vraiment en train. Je crois que j'ai un 80-20 là qui est en train de se sortir. 80% des gens, on a commencé à faire des sondages là sur la V1 du programme. euh, Gain minimum de 2 heures par jour. Donc, du coup, c'est à peu près une productivité en plus de 25-30%. Donc c'est plutôt cool. Et là, on est en train de réévaluer du coup avec la V2 du programme que j'ai sorti, que je suis en train de finaliser là, pour réévaluer ça parce que du coup, on a encore gagné plus de temps. Donc, tu as une partie des gens, c'est vraiment ça. Et pour le 80%, et vraiment pour le 20%, ceux qui vraiment qui défoncent le truc, qui réutilisent les. Enfin, genre, ils sont en train de coder des agents IA, qui vont piloter d'autres agents IA, qui vont coder à leur place, etc. Eux, ils step up, tu vois, sur next level. Là, c'est vraiment le 20%. Et là, on a plus que doublé la productivité. On est sur l'étape encore d'après où, genre, tu peux produire plus que un ou deux devs à la suite. Et c'était quoi ta question précédente? Ouais, je sais plus. Alors, j'ai 10 000 questions en même temps, mais il y avait ça. Et en fait, ouais, c'était donc un peu le profil, qu'est-ce qu'ils ont à la fin, comment. Donc là, tu dis que clairement, ça booste leur productivité. Et j'avais un Ouais, peu ce truc. C'est vrai que Cursor, c'est beaucoup lié à VS Code. Bon, un ouais, peu bien sûr. lié au monde du dev web, etc. Est-ce que ça touche un peu aussi d'autres types de dev, à part les développeurs web et full stack et back-end et front-end, etc. Est-ce que, voilà, un dev C++, ça fonctionne? Enfin, est-ce que, Ouais, voilà. trop bonne question. Ultra, ultra bonne question. En fait, il y a un gros enjeu aujourd'hui, c'est que tous les IDE IA qui sortent, absolument tous, sont basés sur VS Code, ce qui Ah ouais, pose pas d'accord. mal de problèmes pour les gens qui sont sur JetBrains et qui kiffent ça, tu vois. Est-ce que tu peux avoir les mêmes résultats sur JetBrains? Malheureusement pas. Ils viennent de sortir une IA là, dont j'ai une vidéo YouTube qui va sortir dessus d'ailleurs, qui s'appelle Juni, qui est l'équivalent de Cursor Composer, pour voir un peu le truc. Ça fonctionne relativement bien. Le souci, c'est qu'en fait, c'est une boîte qui a déjà tellement de retard et l'IA aujourd'hui, ça avance tellement vite que moi, je ne conseillerais pas de partir là-dessus. Moi, le choix que j'ai fait du coup il y a 3 ans, c'est de quitter l'environnement JetBrains, même si j'affectionne particulièrement, d'essayer de me faire mon petit setup sur VS Code. Comme ça, si jamais c'est Cursor, tu peux switcher rapidement sur Cursor, tu peux switcher rapidement sur Pyre, sur Windsurf ou peu importe, tu vois. Très clair, très clair, très clair. Du coup, là, on comprend mieux, je pense que tout le monde comprend mieux un peu ton accompagnement. De toute façon, on mettra les liens vers ton LinkedIn et vers ton YouTube, etc. Donc ça, c'est très clair. Donc c'est une autre partie de ta carrière, on va dire, puisque bah voilà, le dev, c'est le dev, mais monter une formation, un accompagnement, c'est autre C'est autre chose, chose. ouais. Qu'est-ce qui a été dur pour toi dans les premières, au démarrage en fait de ce type de projet? Et ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as un peu mis les premières briques, on va dire? Bah écoute, ça fait 2 ans que je fais de la R&D dessus. C'était clairement la partie facile. Tu fais de la R&D, tu essaies de trouver des solutions qui marchent, tu essaies de trouver les bons prompts qui fonctionnent. La partie facile. C'est éreintant physiquement parce que du coup, je faisais ça en plus de mon taf, donc c'était vraiment compliqué. Par contre, la partie qui est vraiment difficile à l'heure actuelle, là pour moi, c'est savoir où je vais, c'est avoir une vision claire sur, OK, j'ai monté un truc qui me dépasse, j'en suis super content, c'était mon objectif. Waouh, maintenant je suis obligé de freiner. Du coup, les portes de mon accompagnement actuellement, elles sont fermées parce que j'ai pas la capacité de gérer la demande. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je recrute, mais comment est-ce que je recrute? Et là, je suis vraiment dans ce truc-là. Je sais pas du tout où ça va mener et je pense que le principal frein, c'est vraiment mon manque de vision aujourd'hui. Je sais que l'IA, c'est obligatoire. Comme tu le disais en préambule, pour moi, tous les devs doivent utiliser l'IA. Maintenant, est-ce que je m'adresse plus du coup à certains développeurs qu'à d'autres? Comment est-ce qu'on monte ça? J'ai pour projet de monter du coup une agence IA avec d'autres potes, qu'avec des développeurs qui font de la qualité de fou, parce qu'il y a vraiment un enjeu de qualité aujourd'hui avec l'IA dans un monde où tout le monde peut générer tout et n'importe quoi. Il y a tous ces trucs-là qui rentrent en tête et où est-ce que je mets mon focus? Je pense que c'est ça pour moi qui me drive. Enfin, c'est la difficulté qui me suit depuis ces 6 derniers mois, je dirais. C'est clair, mais c'est quoi le goulot d'étranglement, pardon? C'est quoi qui bloque, qui fait que voilà, tu es un petit peu obligé de bloquer enfin, de fermer un peu les accompagnements. C'est pas juste du marketing, le fait, parfois on aime bien créer l'urgence, c'est fermé Ouais, en c'est ce vrai, moment, c'est vrai. etc. Non, là, Le c'est FOMO. pas ça, c'est vraiment, t'arrives pas à absorber la chance. Ça veut dire que derrière, tu recrutes du monde, peut-être des setters, des closers, et peut-être que du coup, Ouais. ça suit pas. C'est quoi le goulot d'étranglement, en fait? En fait, tu vois, dans la plupart des accompagnements et dans la plupart des trucs que je vois, notamment au Make Money sur Internet, etc.,
Généralement, les mecs, ils font leur programme d'accompagnement, ils ont des résultats, preuves, nanana, ça débouche, etc. Et ensuite, ils peuvent se permettre de prendre 7, 8, 9, 10 calls qualifiés par jour. Du coup, ils ont eu le temps de recruter un setter qui va du coup leur amener des leads qualifiés et ils closent, et ils closent, et ils closent. Du coup, ce qui leur amène de la preuve, du coup, ce qui leur permet d'enrichir leur programme. Et du coup, ils peuvent avoir une espèce de boucle comme ça qui est genre super cool. Ça, c'est top. Le problème, c'est que ça ne s'applique pas, en tout cas, je pense, à mon business pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je passe entre 2 heures et 3 heures par jour à faire de la R&D. Il faut que j'accompagne les gens, il faut que je tourne les vidéos, il faut que je les monte, il faut que je gère la communauté du coup que j'ai créée parce que du coup, c'est pas qu'un accompagnement. Il y a aussi genre 800 personnes à gérer sur Discord, même si bien sûr les 800 sont pas actives, bah, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Je fais des posts sur LinkedIn, je fais des vidéos sur YouTube. Bref, tout ça, en fait, c'est déjà un job à plein temps. Donc, si en plus je dois faire les appels moi-même, c'est hyper compliqué. Et là, actuellement, tu vois, mon mois de mars est rempli d'appels. C'est-à-dire que j'ai des slots de 3 heures tous les après-midi où du coup, je prends mes calls parce que mon matin, c'est mon deep work. Ils sont tous pris. Ils sont tous pris, ça me stresse, j'ai pas le temps de prendre les gens. Mais du coup, ça me stresse aussi parce que du coup, si je rentre ne serait-ce qu'une personne en plus dans mon accompagnement tous les jours, c'est une personne en plus que je dois accompagner, je suis seul. Donc, au début, Donc tout était ouvert, concrètement, n'importe qui pouvait prendre des concrètement, à calls. chaque Bon, personne, maintenant, pardon, excuse-moi, ouais, il y a eu un vas-y, petit, vas-y, je t'en prie, t'inquiète, on se décale. ouais, s'il y a un petit ping, hein, on en avait vu ça au début. Ouais, je disais concrètement, chaque personne qui rentre, ça nécessite vraiment des ressources. C'est-à-dire, ben, tu vois, la formation en ligne, classique, Udemy ou autre, enfin, peu importe, généralement, bah voilà, tu peux scale parce que tu as une personne qui rentre dans ta formation, elle est autonome, elle se débrouille. Allez, éventuellement, il y a un Discord. Là, vraiment, toi, derrière, premièrement, là où j'ai l'impression que ça bouchonne, c'est que tu es obligé déjà de closer de CT et closé, ça veut dire qu'en gros, bah, tu es obligé d'être physiquement présent pour vendre l'accompagnement. Donc déjà, je pense que ça doit prendre pas mal de temps. Et après, une fois que la personne à l'intérieur rentre dans le programme, aussi, ça te prend du temps parce qu'il faut l'accompagner, on va dire presque, c'est quoi, c'est personnel ou c'est comme du coaching ou Ouais, c'est c'est ça du en coaching? fait. Comment ça marche? Ouais, c'est ça, tu vois, pendant 3 mois, on a plusieurs rendez-vous, on définit les objectifs, tu implémentes la formation de ton côté, on se fait des réunions où on est en mode, OK, tu as vu ça dans la formation, c'est cool, tu as réussi à l'implémenter sur ton projet, oui, non, comment, pourquoi. On essaye, on itère, on itère, on itère. Et le but, c'est vraiment de faire x2 sur sa productivité à la fin des 3 mois. Donc en fait, il faut charbonner, c'est-à-dire que moi, je suis derrière toi, et si à un moment donné, tu es en mode, Alex, le prompt là pour faire les tests unitaires, j'arrive pas à l'implémenter, il est censé m'écrire dans 10 fichiers, il m'écrit dans 2 fichiers, ça marche pas, je sais pas quoi. Bref, j'invente un truc. Ah, donc t'es là, Bah, quoi. en fait, faut que je sois là derrière. Donc ça veut dire on se met en one-one sur Discord. Moi, je mets en pause ce que j'étais en train de faire. On essaie de se trouver du temps, soit aujourd'hui, soit demain. En fait, c'est ce truc-là, tu vois. C'est que du coup, j'ai pas délégué le fait que la personne se forme seule, qu'elle interagisse seule avec les autres. On continue à faire des lives toutes les semaines avec les autres. Ça aussi, tu vois, je l'ai pas dit. En fait, c'est tous ces trucs-là qui font que bah, physiquement, je suis obligé d'être là en synchrone. Ouais. Ouais, je vois le truc. C'est vrai que parfois on a la vision comme ça, bah ouais, monter un programme en ligne, c'est devenu facile, ou de la formation en ligne, c'est facile. Il suffit de publier un petit peu sur les réseaux et puis ça se vend tout seul et puis ça part tout seul. Non, t'es là parce que tu sais, j'ai fait des vidéos là il y a pas longtemps, puis j'ai eu plein de gens qui m'ont dit putain mais la formation c'est cool, ça marche bien, moi aussi j'ai envie de me lancer. Et puis en plus, ouais, ça a pas l'air si compliqué, etc. Machin. Et c'est Ah intéressant ouais? de montrer à quel point bah c'est pas juste tu fais ta formation et t'encaisses quoi. Déjà il faut se monter une audience. Toi ça fait un petit moment déjà que tu étais dans la création de contenu. J'ai l'impression avant même ton accompagnement parce que je t'avais découvert à l'époque sur LinkedIn, tu faisais des articles qui étaient assez quali, etc. Je suivais, tu vois, c'était hyper intéressant. Et donc toi t'as cette fibre un peu de création de contenu un peu naturelle ou pas? Ouais, c'est une bonne question. Mais en fait, tout ce que tu as dit, c'est ultra vrai. Et genre, toi, t'en es la preuve vivante. Mais du coup, tu as fait je sais pas, des centaines de vidéos. Moi, je me souviens, je matais tes vidéos aussi où tu marchais à Bali. Du coup, tu racontais des trucs un peu. J'ai bien la tête, j'ai bien la vision en tête d'il y a quelques années. Euh, En fait, ouais, c'est ultra compliqué. Il y a énormément de choses à faire. Et en fait, derrière, ça dépend ce que tu veux faire derrière. Si tu veux juste drop une formation, les gens se forment, genre en do it yourself, bah c'est cool. Peut-être que du coup, ça c'est cool. Mais quand tu le fais en down review, du coup, avec des gens et que tu les accompagnes et que tu leur garantis des résultats derrière en mode, OK, tu sors des 3 mois, tu vas avoir des gains. C'est clair et net et je m'y engage et c'est pour ça que je suis derrière toi. Et ça, c'est pas du tout la même démarche que si tu laisses les gens se débrouiller seuls, tu vois. Et pour répondre à ta seconde question, en fait, j'ai toujours aimé créer du contenu, tu vois. Genre, j'ai publié sur mon blog pendant des années, il n'y a même pas de pub. Genre, j'ai juste jamais rien gagné par rapport à ça. J'ai toujours publié parce que je kiffais ça, même sur Twitter. On s'était rencontrés aussi par rapport à ça, je crois, à l'époque. Et c'est que depuis, tu vois, 1 an que je me dis, OK, je vais monétiser tout ça, tu vois. Mais ouais, j'aime créer du contenu, j'aime ça. Mais je pense que toi aussi, hein. Genre, je pense que même si tu n'étais pas payé pour faire ça, bah, tu le ferais parce que fatalement, c'est un truc qui
as envie de partager, ça te fait kiffer, tu vois. Exactement, mais moi, avant même de, un peu comme toi, avant même de gagner de l'argent par rapport à ma forme, enfin par rapport à la création de contenu, par rapport à YouTube, par rapport à tout ça, je partageais naturellement des infos. J'avais une ancienne chaîne, etc. Enfin voilà, c'est un truc. Je pense que c'est un truc que pas mal je vais pas dire tout le monde quand même, mais pas mal de devs, on aime bien partager. Ce qu'on découvre, on aime bien aider les gens en règle générale. Et puis généralement, les personnes qui ont cette fibre-là à la fois de partage, d'aider les gens, je veux dire, moi, je formais des devs, enfin, je formais des gens qui n'étaient pas devs à apprendre le dev, alors que, tu vois, j'étais pas encore sur YouTube et je leur disais, hey, les mecs, vous pouvez apprendre, il n'y a pas besoin de diplôme, etc. Enfin, j'étais vraiment motivé par leur apprendre, en fait. Et je pense que quand les personnes ont cette fibre-là un petit peu naturellement, le fait de partager du contenu et aider les gens de manière un petit peu naturelle, en règle générale, ça fonctionne sur le long terme, ça fonctionne toujours bien parce que on a cette fibre-là et donc c'est cool. Ok, très bien. Maintenant, tu vas nous partager un petit peu tes secrets sur LinkedIn là, parce que j'allais dire relativement connu. Non, t'es bien connu sur LinkedIn. Je crois que tu as plus de 15 ou 17 000 abonnés aux dernières nouvelles enfin, quand je suis allé voir. C'est quoi un petit peu ton secret sur LinkedIn? Moi, LinkedIn, c'est un réseau qui m'a déprimé parce que j'étais avant, c'était vraiment très orienté corporate. Donc, j'ai mis LinkedIn de côté de 2018 à 2025. Je supportais pas ouvrir LinkedIn et voir le post de Tata Jacqueline du service de la compta, etc. Donc, c'était un truc qui me... Et là, en 2025, je me suis mis. Et franchement, c'est un réseau social hyper intéressant. En fait, je me rends compte, tu vois, j'ai eu vraiment beaucoup d'a priori par rapport à ça. Après, c'est vrai que LinkedIn a pas mal évolué ces dernières années. Je trouve que maintenant c'est intéressant. Il y a du reach, la création de contenu, elle s'est bien popularisée, on va dire. Et donc maintenant tout le monde publie du contenu. C'est quoi tes stratégies pour cartonner comme ça sur LinkedIn? Ah, c'est quoi mes stratégies? Je pense pas être fondamentalement très bon, tu vois. C'est juste que je pense que je suis régulier et que mes posts qui marchent le mieux, tu vois, c'est les posts que j'avais envie d'écrire et là où je me mets pas la pression pour écrire. Parce que écrire un post par jour, c'est quand même de la réflexion, etc. En plus de, comme on s'est dit, tout le truc qu'on a à faire à côté. Toi, c'est un post par jour, ta target, on va dire, ton rythme. Ouais, c'est ça. En fait, j'essaye. Il y a des posts qu'il faut que je fasse, tu vois. Comme par exemple parler de moi, prendre la petite photo qui va bien. Tu vois, ça c'est un truc sur LinkedIn. C'est réputé d'être un réseau social d'un peu de gens égocentriques parce que tout le monde pose des photos de sa tronche, de son chat, de son setup, etc. Mais en fait, c'est ce que veut l'algo, c'est ce que veulent les gens. Donc en fait, si c'est ce que veulent les gens, bah tu le fais et tu te poses pas trop de questions. Donc ça, c'est cool, tu vois. Et par exemple, quand je fais un post sur une actualité en mode, oh, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Cursor qui est incroyable, qui vous permet de faire X, généralement, je prends 20 ou 30 likes. Parce que tout le monde s'en fout. Il suffit que je poste une photo de moi pour dire, écoutez, j'ai passé une sale semaine parce que c'était compliqué, parce que X, là, du coup, tu fais du reach. Il suffit aussi que tu dises, OK, moi, je pense que l'avenir des développeurs, c'est ça. En fait, il faut être clivant un peu sur LinkedIn. Du coup, bah, pour faire du reach, malheureusement, et c'est là que tu prends un peu de, c'est là que tu prends la sauce parfois. Donc, moi, j'essaie de pas trop le faire. J'avoue que je suis un mec assez bienveillant de nature, tu vois, et j'essaie pas trop de cracher de négativité. Il faut savoir que LinkedIn, c'est un réseau en fait où genre tu peux rencontrer vraiment des gens incroyables. Moi, je suis parti en vacances avec des gens sur LinkedIn. J'ai rencontré vraiment des gens trop stylés. Et il y a aussi une autre petite facette de LinkedIn qui est en mode un peu égocentré et puis un peu genre venez voir mes posts faits avec ChatGPT, mais bon, faut jouer les jeux. Chaque réseau a ses avantages et ses inconvénients, tu vois. Toi, c'est le conseil finalement, c'est on va dire rester naturel, Soyez authentique. Ouais, publier régulièrement, être constant. Bah ça, c'est sur tous les réseaux, j'ai envie de dire, mais c'est the conseil hein. Pour moi, peu importe la plateforme, la régularité c'est la clé. Enfin, il y a pas de il y a pas de il y a pas de secret. Et puis bah jouer les jeux de la plateforme. Hein. Si la plateforme elle attend que de temps en temps tu partages ton setup et ton machin parce que ça fait du Mm. reach, bah il faut aussi un petit peu jouer le jeu de l'algo. Très clair, très bien. Et C'est ça, toi, important, ouais. c'est un des réseaux qui te plaît le plus. Je sais plus, t'es toujours sur Twitter aussi, j'imagine, en même temps. T'es un peu à cheval entre les deux. Ouais. Twitter, j'ai un peu lâché, je dois t'avouer. Je crois que j'ai perdu le truc que j'avais avec la plateforme. Pendant 4 ans, j'étais sur Twitter, j'adorais, j'ai rencontré pareil des gens trop cool avec qui je suis parti prendre des cafés, je suis parti prendre des bières, je suis parti en soirée avec des gens vraiment très sympas. Donc, j'ai vraiment affectionné le réseau. Maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus négatif qu'avant. Et bah, tu vois, je grandis et la négativité, ça me chauffe pas plus que ça. Sachant que c'est un peu ambiant, tu vois, aujourd'hui. Enfin, il y a énormément de choses qui font tout ça. Et donc, ouais, LinkedIn, j'aime bien. En fait, j'aime bien écrire. Tu vois, j'avais un blog avant. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi, que je kiffe. J'avoue que j'aime bien tourner des vidéos sur YouTube aussi. Ça, c'est un truc que je suis en train de me découvrir que je savais pas. Et globalement, je pense que
si je pouvais voir dans le futur et si je pouvais voir ce qui va marcher sur LinkedIn, je dirais de publier vraiment ce que vous avez au fond des tripes. En mode genre, il m'est arrivé ce truc-là, ça m'a emmerdé parce que X, parce que Y, ou alors c'est le plus beau jour de ma vie parce que machin. Et vraiment, soyez vous-même parce que dans un jeu où aujourd'hui, les posts que je vois là, je pense, après, c'est mon algo, ok? Mais 70% des posts que je vois sur LinkedIn sont écrits avec ChatGPT. Aujourd'hui, moi, je suis tellement dans l'IA que je les spot en une fraction de seconde. Même les posts qui sont retravaillés, les gens vont être saoulés, finalement. Donc, Et c'est vrai que, en fait, finalement, moi, un petit peu le détecteur à IA, je le vois aussi, parce que forcément, je mets de l'IA, donc je les vois, les posts donne-nous par ton rapport à IA. astuce. Ouais, et donc, ouais, exactement. Et donc, c'est vrai, ceux qui ont ce courage, parce que parfois, il faut du courage, tu vois, pour exprimer une opinion qui est un peu parfois, peut-être pas, qui va peut-être à l'encontre des autres, mais qui va, tu vois, si tu as une opinion sincère sur un sujet, bah, je pense que c'est payant parce que aujourd'hui, tout le monde peut devenir créateur de contenu. Mais je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui est capable bah, en fait, d'exprimer un peu des opinions un peu plus personnelles sur des sujets un petit peu différents. Et je pense que l'authenticité, on va dire, à mon avis, ça paye sur le long terme. Bah, t'en es la Et preuve vivante de ça, tu vois. Typiquement, toi, sur tes voilà. vidéos et tout, enfin, genre, je crois que t'as 70 000 abonnés ou quelque chose comme ça maintenant sur YouTube. Enfin, genre, t'as Ouais, donc c'est monté et du coup, bah, tu vois, du coup, t'es obligé, genre, de te montrer publiquement sur des trucs, t'as tes opinions, etc. Ça devient, bah, du coup, connu au plus grand nombre. Et du coup, enfin, on se fait tous attaquer par rapport à nos opinions. C'est plus ou moins normal. Mais en fait, il faut voir que pour un commentaire positif qu'on reçoit sur notre contenu, sur un mail qu'on reçoit de quelqu'un qu'on a changé la vie ou peu importe, tu vois, tu reçois 100, 200 commentaires négatifs et il faut être capable d'encaisser ça aussi. Et il faut être capable de continuer à aller de l'avant, à kiffer. Et c'est pas facile comme métier créateur de contenu, loin de là, hein. Ah ouais, c'est pas facile. Et puis en plus, c'est un métier qui est assez asymétrique dans le sens où toi, tu es là, tu prends un énorme risque parce qu'en fait, quand bah, tu t'exposes tes idées, parfois il y a des idées qui peuvent déranger les uns et les autres. Et Bien donc c'est sûr. asymétrique dans le sens où toi, tu es là, tu es visible, tu montes ta tête, tu exposes une opinion. Et l'asymétrie, de l'autre côté, tu as un mec avec un pseudo caché, on sait pas qui c'est, machin, qui va cracher toute sa haine sur toi. Et lui, il prend zéro risque. Et donc, tu vois, il y a cette asymétrie. Mais bon, ça fait partie du jeu. Après, sur LinkedIn, il y a un peu moins cette asymétrie parce qu'en fait, le réseau fait que tu t'es un petit peu obligé C'est de montrer pro. ta tête. Donc, tu as moins Mm. ce côté rageux à la YouTube et à la Twitter. La Twitter, Et ouais. c'est vrai que Ouais, c'est clair. ça, tu vois, je l'ai découvert là, quand en 2025, je me suis mis à LinkedIn et c'est quand même agréable. Donc, globalement, c'est un petit peu plus bienveillant, on va dire. Mm. T'as moins ce côté-là, même si tu as quand même toujours une asymétrie, mais c'est intéressant. Tu disais ensuite, YouTube, c'est un petit peu ton nouveau joujou, c'est ça? Tu as envie bah, j'ai vu que tu as fait pas mal de vidéos et des vidéos intéressantes. Tu nous parles d'IA, etc. Je crois que ta dernière vidéo, elle parlait à propos de est-ce que l'IA va remplacer les devs ou je sais plus, bah, un sujet un petit Ah, peu c'est comme ça. ça. C'est super intéressant. Correct. Et comment tu vois la création sur YouTube? C'est quelque chose qui te plaît? Ouais, c'est assez rigolo en fait. Bah, tu vois, je prends grave de plaisir dans les lives chaque semaine dans la commu. En mode, tu sais, tu présentes tes idées, t'envoies des nouveaux trucs, t'es en mode, hey, les gars, j'ai vu ça, j'ai testé ça. Franchement, c'est pépite, faut que vous testiez. En fait, t'as du feedback, t'as de l'interaction avec les gens, puis en même temps, je montre ce que je fais. Et moi, encore une fois, je suis un tech, j'adore. Tu vois, tu montres un idée, je suis en mode, ok, trop cool, on fait quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est un truc que j'ai l'impression que je retrouve. Et puis en même temps, bah, j'ai fait à peu près tout le tour des plateformes écrites. Donc, je me dis, vas-y, la vidéo, pourquoi pas. En plus, bah, tu vois, je sais pas si c'est le fait que je viens de lancer la chaîne ou quoi, mais j'ai quand même pas mal de commentaires positifs, tu vois. J'ai l'impression que la YouTube community, elle est aussi plutôt sympa. En tout cas, on n'est pas sur Twitter, tu vois. Donc, étant donné que c'est un peu la bienveillance que je recherche et que bah, je suis un peu bienveillant dans ma com, j'ai l'impression d'attirer un peu les gens comme ça. Donc, pour l'instant, ça me fait plaisir. J'ai pas encore pris de méga rageux et je me suis pas encore pris de shit sur la tronche. Même si je doute pas que ça viendra, pour l'instant, c'est encore cool. Yes, ok, très clair. Bah justement, tu vois, par rapport à ta dernière vidéo, on va parler un petit peu d'IA, et notamment le fameux est-ce que l'IA va remplacer les devs? J'ai fait une vidéo d'ailleurs en début d'année qui parlait un peu de ça par rapport au dev front-end, parce que enfin, clairement, en début d'année, moi je me suis pris Enfin, ça fait des années qu'on voit l'IA quand même arriver, ChatGPT, on fait des choses, mais en début d'année, j'ai fait des choses et je me suis dit non, mais là, c'est trop puissant et il y a vraiment des jobs qui vont sauter. Alors, je sais qu'on entend ça à longueur de journée sur LinkedIn aussi. Tu as Ouais, t'as c'est vrai. le HEC, le mec sorti d'école de commerce qui a fait son sas en 3 minutes avec ceci, cela. On les voit et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu gonflant. Ça, c'est vrai.
Mais à un moment, moi, j'ai vu ça et en début d'année, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que je me suis dit, ouais, il y a vraiment là un truc qui se passe. Et je sais que toi aussi, tu es un petit peu contre ce truc-là, peut-être, et j'aimerais bien qu'on en discute. Est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? Alors, grosse question directe comme ça, mais Boum. bon, c'est, Paf. voilà. Bonne question. Si tu me poses la question à moi, je te dirais oui et non. Facile comme réponse. Ok. Oui, parce que d'une certaine manière, si tu abaisses le niveau technique nécessaire pour développer une feature, besoin de coder un site, même besoin de rajouter une feature sur un site existant, si du coup, avant, tu devais avoir un niveau de développeur senior, genre 7 8 ans d'expérience pour le faire, maintenant, peut-être qu'un développeur assez expérimenté, de 2 ou 3 ans d'expérience, va pouvoir le faire. Ok. Donc, si lui peut du coup faire du taf d'un développeur plus expérimenté, on va abaisser le niveau comme ça. C'est obligatoire. C'est ce qui va se passer du coup. En fait, on est en train de casser la barrière technique entre, OK, parce que j'ai une feature. Cette feature-là, c'est un problème. Ce problème-là va régler une problématique métier, parce qu'en fait, les développeurs ne font que ça. On prend des problématiques métiers, puis on les traduit en code pour les résoudre. Si on est capable de faire ça super vite, et si on abaisse le niveau technique pour être capable de réaliser ça, au final, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que de plus en plus de gens moins bien formés vont être capables de générer du code. Et tu vois, il y a pas mal de débats autour du. Bah, du coup, mais ça veut dire qu'il va y avoir énormément de code base écrit par des gens qui ont 2 ou 3 ans d'expérience? Oui, dans un premier temps, je pense que ça va être le gros merdier parce que bah, du coup, un dev qui a 10 ans d'XP, a priori, il a un peu plus de facilité à écrire du code legacy, peut-être qu'il va faire un peu moins d'erreurs, enfin, même beaucoup moins, j'imagine, plutôt qu'un développeur junior. Maintenant, c'est parce que l'IA, elle n'est pas encore assez smart. Mais dans un an, peut-être que ce sera le cas. Et là, là je pense qu'on aura tous des gros problèmes à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je suis pas du tout impatient à ce qu'on y arrive. Mais on va abaisser le niveau technique. Du coup, il y aura de moins en moins besoin de développeurs pour ce genre de tâches. Ce qui fait que fatalement, on aura peut-être aussi besoin de développeurs moins expérimentés, du coup moins bien payés. Du coup, nos salaires vont littéralement, enfin statistiquement, se dresser vers le bas. En fait, c'est plus ça qui m'inquiète parce que remplacer les développeurs aujourd'hui, je pense que si tu es ultra smart, si tu es ultra déterminé, et si tu as envie et si tu kiffes ton taf, en fait, tu cours un risque, oui et non. Oui, parce que le futur est incertain, mais non, parce qu'en fait, tu trouveras toujours un truc sur lequel de rebondir. Et si dans tous les cas, toi, t'es pas focus sur la technique, mais plus sur la problématique métier à résoudre et que ton taf, c'est pas juste de pisser du code, bah en fait, ça va le faire. Enfin voilà, moi, c'est ce que je pense un peu, et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, tiens. Mon avis là-dessus, c'est que au début, je me suis dit, c'est très bien, c'est un outil qui va améliorer la productivité. Donc, on va être plus productif, on va aller plus vite, c'est très bien. Mais bon, voilà, si derrière, t'as pas le recul quand l'IA te génère des conneries, parfois là, ça te génère des trucs, tu fais, mais qu'est-ce qui lui arrive là? On revient en arrière, on revert, on reprend les bases et tu réexpliques et machin. Mais ça, je me suis dit à un moment, c'est parce que l'IA est pas parfaite. Mais à la vitesse où ça va, je suis en train, moi, le truc, c'est que je me suis dit, à la vitesse où ça va, la perfection va arriver et faudra voir ce que ça va générer dans les prochaines années. Mais je pense qu'on va aller vers des choses qui vont être tellement parfaites que, in fine, on aura besoin de moins de développeurs. Enfin voilà. Et donc les personnes, c'est sûr que les personnes pour moi qui seront et en fait, dans une vidéo, je l'ai dit, enfin moi personnellement, je me suis dit d'ici même 3 4 5 ans, je pense que clairement, la masse de développeurs, elle va devoir se réduire. Donc voilà, voilà, on peut pas faire des prédictions comme ça à la Madame Irma parce que parfois, tu sais, à chaque fois qu'il y a eu des révolutions comme ça, on a dit non, mais ça, quand il y a eu des ordinateurs, on a dû ceux qui écrivaient à Ouais, la c'est vrai. machine à écrire vont disparaître, etc. Donc en fait, les choses généralement se transforment et voilà. Donc je voudrais pas prédire la fin des développeurs, mais voilà, ça va tellement vite que qu'à un moment, en début d'année, moi, clairement, je me suis pris un petit choc comme ça. Je me suis dit, ouais, mais là, à la vitesse où ça va, combien de temps ça va durer, quoi? Après, je sais que c'était le petit coup de speed que j'ai eu en début d'année, mais clairement, je pense que ça reste un outil pour le moment qui est un outil qui va nous améliorer notre productivité. Et maintenant, moi, ce que je trouve génial, c'est que il y a des choses où avant, clairement, moi, je déléguais pas mal à d'autres devs certaines parties de code que j'avais besoin de faire parce que ça me saoulait. C'est parfois, il y avait moi, je suis plutôt dev back. À la base, j'aime bien le dev back, etc. Et tu sais, je déléguais des parties de front parce que j'avais pas envie de perdre du temps. Maintenant, j'ai plus besoin. Tu vois, maintenant, tu peux générer des choses qui sont pas, qui sont vraiment pas mal avec l'IA et même côté back-end. Donc voilà, un petit peu. J'ai pas difficile de prédire l'avenir, hein. De toute façon, c'est un peu complexe. Voilà. On peut pas, hein. De toute façon, on peut pas prédire l'avenir. Le seul truc qu'on peut faire, c'est, OK, l'IA est là maintenant. On peut pas faire comme si elle avait jamais existé. On peut que supposer de comment elle va grandir. Mettons toutes les chances de notre côté. Et tu vois qui c'est, Dario Amodei, le CEO d'Anthropic? Ouais, ouais, je vois. Ouais.
il a fait une interview là récemment. Moi, c'est ce qui m'a donné un coup de chaud du coup la semaine dernière. Il a dit aussi simple que ça, à la vitesse où ça va, moi je pense que dans les 6 à 12 prochains mois, 90% du code sera écrit par des IA. Et en fait, ça ne m'étonne pas plus que ça, parce que l'année dernière, Google a publié une étude, ils ont dit que 25% du nouveau code était écrit par une IA. Ok, ça fait déjà un quart, et c'est déjà chez Google. Il y a un des mecs chez Amazon, pareil, qui a fait un post avec Amazon Q sur le fait que du coup, ils ont économisé 4500 années de dev chez tout Amazon. Ils ont fait le Wow. calcul, machin et tout. Et fatalement, quand tu vois des chiffres comme ça, waouh, ça sent pas bon pour nous. Et moi, à titre de dev, ça me fait flipper. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'accompagnement, parce que j'aurais pu faire une formation, mais non, j'ai créé un accompagnement pour choper les mecs qui sont aussi affûtés que moi par rapport à ça, pour qu'on puisse se relever ensemble. Parce que je pense que très clairement, l'avenir des devs, que ce soit parce que le niveau va baisser, que ce soit parce qu'on aura moins besoin de devs, que ce soit parce qu'on va être moins bien payé, je pense qu'on a du souci à se faire. Et pose-toi la question, regarde, tu parlais du nombre de lignes de code, etc. Je ne sais pas si tu es sur des projets récemment, au-delà de projets un peu de R&D. Ouais, Regarde le nombre de lignes de code que tu fais. Moi, enfin, moi, personnellement, là, je suis sur des projets. Et, clairement, je code, mais même pas quoi, 20% de lignes de code. Franchement, ça doit être. Mon process, c'est quoi? Tu vois, j'ai des règles cursor, etc. Donc, j'ai une code base qui est carrée, qui a été définie par mes soins, on va dire. Et là, mais ça code tellement bien ça dépile, que hein. je fais de la revue de code en fait. Je fais de la revue de code. Parfois je vois qu'elle part un petit peu en couille et souvent c'est mon prompt, c'est plus mon prompt qui est pourri que elle qui part en couille. J'ai Bien envie de sûr, dire, tu sais, bien sûr, bien sûr. parfois je dois un flemmard. À une époque, moi j'ai envie de te dire, à une époque, il fallait vraiment faire des bons prompts. Maintenant, je me rends compte que je deviens flemmard et même avec des prompts un peu pourris, ça passe parfois, tu vois. Donc, parfois, quand c'est pas terrible, il suffit de revoir un petit peu ton prompt. Mais clairement, moi, ce que je vois, c'est que ça te fait des choses, pour moi, ça fait des choses de plus en plus larges. Avant, tu codais un petit composant React ou une page ou deux pages, etc. Maintenant, clairement, bah, tu codes des features entiers. Parfois, la dernière fois, j'ai même été surpris, tu vois. Je lui demande de me créer tu vois, un formulaire, enfin non, c'est un tableau, un petit truc assez basique, tu vois. Il me fait le truc et tout. Puis je regarde, je dis bon bah maintenant on va faire la page d'édition et comme un CRUD, create, read, update, delete, tu vois. Je regarde, elle a tout fait. Mais tu sais, ça dépasse en fait et parfaitement le code nickel, etc. Donc voilà, pour revenir un peu à ton truc, moi je pense que bah, est-ce que c'est un mal qu'on code moins est-ce que de se prendre la tête sur à générer du code qui est quasiment tout le temps pareil. Je veux dire, quand tu es sur du code React, quand tu as fait, je sais pas, trois, quatre fois un formulaire avec une validation, avec Zod, Ouais, avec c'est clair, hein. ceci, t'as un Ouais. serveur Action. Tu l'as fait une fois, c'est drôle. Tu l'as fait deux fois, c'est drôle. Tu l'as fait 50 fois, t'en peux plus, tu vois. C'est le truc qui d'utilité. Et le fait que, bah, tu vois, l'IA te le génère, et toi, derrière, tu regardes si ça correspond à tes standards, et bah, clairement, quand même, c'est un kiff, quoi, quand même. Donc, il y a du souci à se faire. Après, ça nous enlève aussi pas mal de choses un petit peu rébarbatives, j'ai envie de dire. Je sais pas si Non, tu non, t'es d'accord avec ça. à 100%. Et c'est trop bien, tu vois. Enfin, c'est trop bien. L'aspect très positif de ça, c'est que du coup, on va vraiment redonner de la créativité aux développeurs. C'est-à-dire que tu vas plus être juste le mec du fond de la salle avec sa capuche qui implémente des user stories qui comprend pas trop les US et qu'on a a priori rien à faire, tu vois. Mais plus, on va te rapprocher du produit. Et du coup, on va dire, OK, qu'est-ce que tu penses de cette feature-là? Comment est-ce que tu aimerais le faire? En fait, c'est vraiment un peu ce que l'esprit un peu startup game voulait recréer, en mode genre, venez, on fait un produit ensemble, il va être trop cool et tout. Et vous allez être responsable de la technique de l'application. Mais tu vois, le métier de développeur va vraiment changer. On va être responsable des techniques, ouais, responsable technique code, je sais pas comment on pourrait dire. On va faire de la review, comme tu dis. Moi aussi, je passe l'essentiel de mon temps à faire de la review, à diriger l'agent. Tu vas X, tu vas Y, tu fais ça. Et je pense qu'on va y venir. Mais c'est bien. On va genre, comment on dit en français, empouvoirer, tu vois. On va redonner du pouvoir aux développeurs sur la capacité à prendre des décisions fonctionnelles et juste à gérer la technique. Et au final, bah, c'est ce qu'on veut faire, tu vois. Maintenant, tu vois, on va continuer à utiliser des libstylés, tu vois, quand React 20 va sortir. Moi, je vais être le premier à regarder, OK, c'est quoi les nouvelles mises à jour, etc. Mais peut-être que React 20, tu vois, il aurait été écrit par, je sais pas, 50% par une IA et que du coup, il aurait été encore plus rapide, plus optimisé, plus machin, etc. Et qu'on pourra écrire encore plus vite. Donc en vrai, l'avenir est radieux. On va pouvoir vraiment faire des trucs de fou. Tous les mecs qui avaient des idées de SaaS qu'ils n'ont jamais eu le temps de faire, ils vont pouvoir les faire, qu'ils soient dev et qu'ils soient même peut-être pas dev. Waouh, ça va être un sacré changement de paradigme et on n'est pas prêt pour ça. Eh ben, tu me fais rebondir vers une question assez intéressante. On voit beaucoup de non-devs se targuer de faire des SaaS de A à Z, etc. Est-ce que
t'y crois dans le sens où, bien sûr, on peut générer un petit proof of concept ou quoi qui marchote un petit peu, ok. Mais Ouais, est-ce que clairement. tu penses qu'un non-dev aujourd'hui, euh, avec les outils actuels, peut faire un SaaS et pas juste, encore une fois, là, juste ça démarre quelques écrans, mais un SaaS, voilà, fonctionnel, peut-être pas le plus gros SaaS du monde, mais un truc fonctionnel, clairement avec zéro compétence en code. Ouah, trop, trop bonne question. Je pense que tout est question de granularité. Tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit, Mike, tu es fou, il faut qu'on parle. Maintenant, je suis en train de te dire, Mike, c'est possible, il faut qu'on parle. Et dans un an, peut-être que je te dirais, ok, waouh, bien sûr que c'est possible. La question, c'est la granularité. Il y a un an, tu pouvais faire une landing page, un truc avec une base de données, relativement simplement. Voilà. Maintenant, peut-être que tu peux faire ça, plus générer un dashboard, plus faire une connexion SSO, plus aller taper l'API de je sais pas quoi, plus vraiment faire un produit fini, parce que tu peux le faire avec Bolt, avec des outils comme Cloud Code, tu peux relier les API entre elles. Bref, il y a plein d'outils qui sont comme ça qui sont sortis. Et peut-être que dans un an, tu seras capable de faire encore plus et d'aller encore chercher plus loin. Et je suis sûr que ça va arriver. Maintenant, est-ce que tu peux recréer Netflix avec un prompt? Je pense pas, pour la simple et bonne raison que du coup, il faut vraiment une vision métier ultra claire de là où tu veux aller. Il y a beaucoup de décisions métiers qui sont prises, hein. Toi, tu penses Netflix, c'est genre juste un truc où ça permet d'ouvrir ton navigateur et puis de charger une vidéo, mais la vérité, c'est qu'il y a une armée de mecs qui ont réfléchi le truc pour que ça soit optimisé, pour que machin, etc. On n'en est pas encore là, mais tu vois, on est en train de casser la frontière. Donc, ouais, je pense que même aujourd'hui, hein, créer un SaaS from scratch, le vendre, intégrer un système de paiement et tout, c'est possible. Tu vas y passer du temps, ça va être galère. Je plains le développeur qui va repasser derrière pour checker le code. Mais on en reparle dans un an. Et peut-être que dans un an, bah, ça sera le même projet, absolument nickel, et que on va ajuster le niveau, tu vois. Moi, je pense que ça dépend des profils. Je veux dire, naturellement, t'as des profils. Bon, là, je parle des non-dev hein, depuis le début. Ouais, Tu vois, je pense que tu as des profils qui sont vraiment qui ont cette capacité d'aller creuser, d'aller bidouiller, d'aller fouiner, d'aller ouais, tester qu'on les sait en choses. eux, Et je ouais. pense que Ouais, ouais. ce genre de profil aujourd'hui, avec l'IA, mais ça leur ouvre des capacités incroyables. Je veux dire, il y a quelques années, avant l'IA, je veux dire, t'avais beau bidouiller, être malin, comme tu veux, chercher, trouver des petites astuces, bah, à un moment, tu es quand même bloqué par la technique. Tu vois, il y a un mur en face de toi, c'est le mur technique. Tu sais pas appeler Ouais. une API, tu sais pas Kubernetes, comment c'est ça marche, difficile bah, pour tout le monde, c'est hein. fini, tu vois. Alors que maintenant, en fait, si tu as un petit peu des grands concepts généraux, je veux dire, franchement, si tu vois ce que c'est dans les grandes lignes des API, ok, bah tu vois ce que c'est, ok, je peux connecter mes trucs comme ça. Si tu vois ce que c'est une authentification et deux, trois trucs, bah je pense que les gens qui ont cette fibre d'aller tester des choses, d'aller fouiner, d'aller s'amuser, eh bien, ils ont un terrain devant eux. Alors après, le jour où leur outil sort en production et qu'il y a de la, il y a de la, il y a ça scale, etc. Il y aura peut-être plein de problèmes, mais aujourd'hui, les gens qui ont envie de créer des choses, eh ben, ils ont quand même de quoi s'amuser, quoi, j'ai envie de dire, avec les outils IA. Ouais, ça me fait trop plaisir. C'est-à-dire que n'importe qui, ta mère, ta grand-mère, ta tante, n'importe qui pourra créer un outil. Et peut-être que toi, en tant que développeur, bah, tu seras le support derrière en mode genre, ah bah j'arrive pas à ajouter plus de deux systèmes d'authentification parce que j'ai un... Ok, cool. Tu as besoin d'un dev qui est capable d'aller investiguer, tu vois, un peu comme un mécanicien. Boum, boum, boum. Il regarde le code, il investigue, il voit deux, trois trucs qui vont pas, il répare, boum, ça repart. Et je pense que du coup, on va avoir beaucoup de devs, un peu comme ça, tu vois. Mais un peu comme, tu sais, comme les outils comme WordPress, ils sont sortis, etc. Bah, du coup, les gens, ils ont Exactement. pu générer des sites. Les sites étaient éclatés. Ils ont eu besoin des devs pour mettre un peu petit coup de design et puis genre faire les trucs un peu sur le côté. Petit à petit, les outils ont continué à grandir. On a du no-code, on a des trucs qui ont été un peu évolués. Un peu pour une niche de personnes, tu vois, parce que même les outils no-code, des fois, ils sont tellement complexes que même moi, je regarde et je suis en mode waouh, il y a trop de boutons, de Ouais, sous-boutons, machin, etc. On va faire, on a exactement la même révolution qui est en train d'arriver avec l'IA, tu vois. super. C'est que si tu dirais quoi là, à un dev aujourd'hui qui serait vraiment encore bon, je pense il y en a pas beaucoup, mais j'en ai quand même vu qui sont un peu réfractaires à l'IA en disant non, mais moi, voilà, ça fait 15 ans que je dev, je m'y connais, machin, j'ai pas besoin d'IA, j'y crois pas ou machin. Voilà, des gens un petit peu réfractaires, qu'est-ce que tu leur dirais? Si on parle de quelqu'un qui est, comme tu l'as dit, totalement réfractaire en mode je vois que l'IA fait des trucs, mais elle fait de la merde. Et moi, je pense que je fais mieux, et puis je pense que je fais plus vite, et puis il y a qu'à regarder, et nanana. Je te dirais juste, ok, fine. Prends-toi un dimanche après-midi, tu fais un petit café, tu te poses. Pendant 4 heures, tu t'enfermes dans ton bureau, tu regardes pendant 1 heure des tutoriels sur Cloud Code, sur Cursor, tu configures des règles, et tu essaies de jouer un peu avec. Et tu essaies de voir le truc. Et au-delà de te dire 100% du truc n'est pas parfait, évidemment, et encore heureux, sinon toi comme moi, on aurait des problèmes. Plus de te dire, OK, sur ce qui a été généré, combien est vraiment bien, combien de pourcents est vraiment cool.
Si c'est 60%, essaie de, avec les petites techniques que tu vois, d'augmenter 70-80. Et entre nous, si ça te génère 80% du code et qu'il est ultra correct, ok, cool, fais les 20% restants. Fais-toi la correction que toi seul dans ton cerveau de développeur est capable de faire. Et tu verras la capacité du truc. Maintenant, imagine ça à scale, sur plusieurs features, sur des tests, sur du refactoring, sur du legacy, sur l'ensemble des choses qui fait qu'on est développeur aujourd'hui. Et là, tu peux cartonner. Aussi simple que ça. Donc, testez. Soyez pas. En fait, le métier de développeur, c'est un métier de gens curieux. Faut tester des trucs, faut kiffer, faut. Voilà, juste soyez curieux. Et c'est quoi un peu les premiers pas? Bon, j'imagine que quand même les devs, ils ont quand même utilisé ChatGPT, etc. Bon, ça génère des Ouais. choses. Mais au-delà de ça, ça serait quoi un peu les premiers trucs à tester? Est-ce que ce serait plutôt Claude? Est-ce que ce serait plutôt Cursor, Windsurf? C'est quoi un petit peu quelqu'un qui aurait un peu raté le truc, qui serait un peu dans sa boîte là, qui a pas vu vraiment l'IA arriver là, et qui commence à se dire, oula, faut que je commence à regarder. C'est quoi là les grands concepts à comprendre ou les grands outils à aller regarder? Tu veux la réponse simple ou la réponse compliquée? On part On a en le mode temps. short? Tu peux. On a le temps, vas-y. C'est plaisir. Ok, ça marche. Nous, on a une philosophie dans l'iDriven Dev qui est que tu as une feature à faire. Tu dois implémenter, je sais pas moi, un système d'authentification sur ton truc. Si ta feature, elle est ultra bien détaillée, a priori, tu peux juste l'envoyer dans Cursor. Et avec les bonnes règles de code, il va pouvoir se débrouiller. C'est un peu ce que tu as expérimenté, ce qu'on expérimente un peu tous ces derniers mois. Si tu arrives à gérer ça, ça veut dire qu'il te faut deux choses. Un, une user story ultra claire, parce que si c'est pas clair pour toi, ça peut pas être clair pour l'IA. Deux, un plan technique de comment est-ce que tu vas l'implémenter. Suffit pas juste de dire à l'IA code et elle va coder comme par magie, elle va voir que là, la variable, elle a besoin d'être réutilisée à l'autre endroit et tout. Enfin, c'est vachement compliqué à faire. Nous, on a l'habitude, donc on pense que c'est simple, parce qu'on lit du code comme, je sais pas, on lirait autre chose. Mais la vérité, c'est que c'est compliqué. Et une fois que tu as ces deux trucs-là, en fait, il te manque un troisième truc qui est comment est-ce que tu configures l'IA pour qu'elle fasse exactement ce que tu veux. Et par exemple, Cursor, ils sont en train de standardiser un truc incroyable qui est les Cursor Rules, qui est de dire, OK, maintenant on sait que n'importe qui peut faire des prompts, peut l'écrire dans Cursor. Comment est-ce qu'on fait en sorte de générer du code qui est qualitatif? Et du coup, ils sont vraiment en train de contraindre l'IA, de la régler pour qu'elle aille dans certaines directions et pas dans d'autres. Pendant les prochains mois, ça va continuer de s'accélérer. Mais si toi, de ton côté, ton user story, elle est nickel. Tu sais techniquement exactement où tu veux aller, si tu veux une queue de message, si tu veux un système de cache, si tu veux une base de données Postgre, si tu veux machin ou autre. Et si tu as des règles qui sont ultra précises pour lui faire générer pas plus de fichiers qui font 600 lignes, parce que 600 lignes, ça commence à être beaucoup. Donc tu te limites à des fichiers de 100 lignes, merci, au revoir. Tu fais un peu de DDD, de clean architecture. Bref, si tu arrives à cadrer l'IA, bah go. Donc voilà, trois étapes ultra simples. Configurer du coup une IA comme ChatGPT ou quoi pour vous cracher des US et des plans techniques qui soient nickel. Donner à mort de contexte à votre IA. Donnez-lui la version des packages que vous utilisez, votre doc API, votre schéma de base de données. Donnez-lui plein de contexte en fait. Comme ça, quand vous irez dire à ChatGPT, je veux implémenter telle fonctionnalité, bah, il saura exactement quelle version du logiciel vous conseillez. Prenez votre plan, vous le balancez dans Cursor, il y a des règles nickel, ça fonctionne, vous mettez le mode agent, vous allez vous faire un petit café et vous regardez ça patiemment. Voilà, c'est un peu le conseil. Et donc, le conseil, quoi, pour toi, c'est vraiment de bien préparer le terrain. Ben, Obligatoire. c'est comme, je sais plus qui disait alors je vais me tromper à tous les coups. Tu sais, Warning. avant de couper, tu sais, ça me prend 1 heure pour couper un arbre avec mon hache. Bah, je passe 50 minutes à aiguiser la lame, quoi. Tu vois, le truc, c'est en gros, bah, au lieu de se lancer comme ça, allez, je code et puis l'IA part dans tous les sens. Prenez un peu de temps, configurez vos règles, créer du contexte, écrivez du contexte, posez le contexte en fait. Moi, j'ai fait une vidéo où j'appelle 100%. ça le système de l'entonnoir en fait. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je donne du contexte très général. Je donne du contexte très général et au fur et à mesure, eh bien, je donne du contexte de plus en plus précis en fait. Et à la fin, bah, en fait, bah, du coup, l'IA arrive à s'y retrouver et vraiment, je suis assez surpris. Et c'est vrai que j'avais une vision au début en disant, je donne du contexte général et je demande à l'IA des choses plutôt ciblées et précises. Et je me rends compte que bah, je suis plus obligé de donner des choses si précises que ça. C'est-à-dire que je peux donner des choses, Mhm. je sens que je peux donner des choses de plus en plus larges. Je peux élargir le périmètre de ce que je lui donne. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Et à la vitesse où ça va, je pense que bientôt, bah, on pourra donner, comme tu disais, peut-être des user stories complètes. Je sais pas si c'est quoi, toi, les choses les plus costauds que tu as pu faire à un agent je sais pas, une feature entière, une user story entière, c'est quoi le truc? Euh, déjà, je pense comme toi que d'ici 6 mois, un an peut-être, on pourra donner des user stories et ça les fera au bon endroit,
peut-être mieux que nous, on l'aurait implémenté. Et c'est ça qui me fait flipper. Maintenant, le truc le plus badass que j'ai réussi à faire, en fait, moi, toutes mes features, je les génère avec de l'IA. Systématiquement, je pars d'une US, j'ai un agent qui va me transformer ça en plan technique. Ce plan technique, il est au courant de ma base de code. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le copier-coller dans Cursor. Et avec les règles, il suit le truc. Euh, Au début, c'était Donc compliqué de générer. tu pars d'une user story, ça passe dans une Ouais, moulinette d'un agent qui te dit bah ouais, découpe-moi cette user story en plan technique. En gros, c'est je sais pas modèle de base de données, la couche service, présentation, repository, machin, enfin exact. tout est technique. Lui là, pap pap pap, et après il sait quoi générer, quoi faire, etc. C'est un peu Ouais, c'est c'est ça ça. l'esprit. D'accord. Carrément, carrément. Tu as un agent qui va réfléchir avec toi. Toi, tu es toujours le pont entre les deux agents. Tu vois. Tu as un agent qui code, lui, il se tait, il code, il fait que ça. Et tu as un agent qui réfléchit. Ton agent qui réfléchit, tu l'aides. Vous êtes en mode à deux, vous collaborez sur la feature. C'est quoi le truc métier qu'on veut résoudre? Nanana. Une fois que tu as ton plan technique et que du coup, bah ouais, effectivement, faut rajouter un nouveau service, faut utiliser ce composant qui existe déjà, faut créer une nouvelle variante du bouton parce que X, parce que Y, et il faut modifier tel truc. Ok. Une fois que ce truc-là est ultra clair, parce qu'il encore une fois, il est au courant de ton contexte, ça, tu le prends, tu mets dans le cursor. Et c'est cursor après qui va se débrouiller. En fait, quand tu fais ça, générer 10, 12, 15 fichiers à la fois, c'est OK, ça va. Maintenant, moi, mon plafond de verre, c'est qu'au-delà de 20 fichiers à la fois sur une feature, ça commence à partir un peu dans tous les sens. Tu sais, ça commence à faire des petits smells qui sont ultra chiants à débugger à terme. Ça te crée une variable, ça te la réutilise pas. Ça te met un truc d'injection de dépendance à droite, mais en fait, tu l'utilises pas non plus. Ça te crée un service que ça t'a déjà créé, malgré que tu les contrains avec des règles, etc. Donc, tu as quand même des inconvénients. À partir de ce niveau-là, encore une fois, c'est le principe de la granularité. Si j'ai plus de 20 fichiers à générer et que je vois que la feature elle est trop complexe, bah, je divise mon US et j'en ai deux. Voilà, simple. Ok, très clair. Et là, à un moment, juste pour comprendre un peu ton workflow, enfin ton process, à un moment, donc toi, tu utilises ça sur un IA externe, tu fais pas tout dans Cursor, par exemple, Ouais, tu passes ça à ChatGPT ou à Anthropic, à Claude ou un truc comme ça, et après, une fois que ton plan technique est fait, boum, tu le balances à Cursor. Tu peux pas tout exact. faire dans Cursor, enfin, tu fais pas tout dans Cursor, si je comprends Non, bien. parce que non, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il faut séparer la phase de réflexion de la phase d'implémentation. Ah, je suis En complètement fait, d'accord. faut qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse. Soit c'est toi qui réfléchis, et dans ces cas-là, tu codes et c'est OK. Soit tu réfléchis et avec l'aide de l'IA, vous définissez un plan ensemble que l'autre pourra implémenter. Mais tu peux pas demander à quelqu'un de réfléchir et de faire quelque chose. Tu vois, tu peux pas demander à un boxeur, pendant qu'il est en train de se taper, de réfléchir à sa stratégie. Non, il a un coach qui lui dit OK, tu fais ça, et le boxeur, il réfléchit pas. Genre, juste, il implémente. C'est Ouais. exactement la même chose pour une IA. Et en fait, le jour où elle est capable d'avoir ces deux trucs, et en fait, en plein milieu du service, elle se dit, eh merde, si ce service-là, je faisais une abstraction parce que machin, etc. Là, on sera dans la merde. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en fait, tant qu'elle n'a pas ce truc-là, bah, c'est à nous de lui dire, OK, ce service-là, mais en fait, c'est pas un service, hein, c'est deux services. Puis tu feras attention de me générer le test unitaire parce que X ou Y. Yes, très clair. Ouais, je vois le truc. Yes, bah écoute, c'est quoi un petit peu ton actualité en ce moment là? Donc tu es toujours sur ton accompagnement, tu es sur LinkedIn, tu as prévu de repasser à Bali, on s'était croisé à Bali, tu voyages un petit peu, tu vas repartir au Japon, je C'est crois, ça. ou des choses comme ça. C'est quoi un peu tes news? C'est quoi les news? Bah écoute, ça fait un petit moment que j'ai pas pris de vacances. J'étais vraiment trop focus sur la V2 de l'accompagnement. Comme je te disais, pour moi, c'est hyper important de faire un produit ultra qualitatif et je peux pas me permettre d'échouer parce que si l'IA fait un truc mieux que moi, bah, je suis un peu foutu. Donc j'ai pas pris de vacances. Là, je pars au Japon. J'ai pris 3 semaines de vacances. Je vais essayer de décrocher. De toute façon, c'est aussi pour ça que je recrute. C'est pour mettre un peu d'écart avec l'opérationnel et pouvoir me concentrer sur ce qui me fait kiffer. Donc ça va être un peu de veille, ça va être boire du matcha avec les potes, genre essayer de chill un peu pour essayer de reclarifier un peu ma vision, tu vois, parce que quand tu as tout le temps la tête dans le guidon, c'est très compliqué, tu vois. Et après, je sais pas. Pour l'instant, je suis à Montpellier. Je suis pas c'est pas exclu que je bouge pas. Toi, tu as réussi du coup à trouver ton bonheur à Bali, tu vois, on en avait parlé la dernière fois. Tu es vraiment genre, bah, j'ai un pote que tu dois connaître, Melvin, je pense. Lui, c'est pareil, là, il a acheté son dévolu sur Bali et même s'il continue de bouger, bah, il est encore à Bali. Moi, j'ai pas réussi à avoir ce truc, tu vois, où je me pose dans un endroit et je me dis, OK, c'est là. Et peut-être que c'est quelque chose que je vais chercher, tu vois, sur les prochaines semaines, les prochains mois. Ouais, t'as pas encore trouvé enfin t'es bien où t'es, puis t'as pas encore eu le coup de cœur. C'est bien de Je voyager, crois que c'est c'est bien de ça, ouais. découvrir. Mais moi, ça me fait ça dans pas mal de pays. Tu sais, il y a pas mal de pays où j'adore, c'est génial, très beau, super, sympa. Est-ce que je me verrais vivre? Non. Et c'est vrai que c'est dur de vraiment trouver son endroit comme ça. Et ben, moi, je pense que j'ai eu cette chance-là par rapport à Bali. Et il y a très peu finalement de pays dans lesquels je me verrais vivre en fait. C'est voilà, il y en a quelques-uns que j'ai en tête comme ça qui sont là, mais ouais, et bah, j'espère que tu trouveras un endroit qui t'intéresse ou même la France c'est très bien aussi, il y a pas de souci. Hein. Donc bah, écoute, c'est cool. Où les personnes peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus par rapport à ce que tu fais, ton accompagnement, etc.
Je pense que l'endroit où je suis le plus en ce moment, c'est sur Discord. Je suis un peu sur LinkedIn aussi. Enfin, je vadrouille un peu sur les réseaux, LinkedIn, YouTube. Du coup, Twitter, comme on se disait, plutôt beaucoup. Mais l'endroit où je suis le plus actif, ouais, c'est sur Discord parce que bon, on est en train de faire des trucs stylés, on fait ça ensemble. Et en fait, je trouve ça cool d'avoir un Discord privé. J'avais jamais testé, tu vois. J'avais rejoint le tien de mémoire il y a quelques mois, mais en fait, j'étais pas spécialement chaud de Discord. Il y a un truc qui me dérangeait. En fait, maintenant, je trouve ça trop cool. Tu as des petits salons, tu peux échanger avec les gens, tu peux faire des lives et tout. Donc, en fait, ouais, go Discord. Ouais, Discord, c'est cool. Bah écoute, on renverra les personnes, on mettra le lien soit de ton Discord ou de ton LinkedIn et comme ça ils pourront un peu rejoindre ta communauté et foncer à fond dans l'AI Driven Cool. Dev. Hein, c'est comme ça ton Yes. accompagnement AI Driven Dev. Cool. Et ben écoute, Alexandre, je te remercie d'avoir participé à cette interview. N'hésite pas à nous donner des news à l'occasion et aller voir la chaîne d'Alexandre. Et puis merci pour tout. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Michael. À plus.